Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet avant-dernier JT de la saison. Pour l'occasion, nous sommes à Saint-Julien-en-Genevois pour le festival Guitare en scène. Il a débuté hier soir avec le groupe Scorpion. Là, nous sommes sous la scène du chapiteau où il y a en fait quelques répètes qui sont en train de se faire juste après. Mais avant de se balader, voici les titres que nous allons développer en ce jeudi 20 juillet. Le château de Clermont à la recherche de son passé. Depuis une semaine, des fouilles archéologiques ont débuté. Le but, retrouver les vestiges de l'ancien donjon. C'est la première fois d'ailleurs que de telles investigations ont lieu. Nous avons assisté à ces recherches. Et puis patrimoine toujours, nous irons à la rencontre d'un architecte spécialiste du Palais de Lille à Annecy. Il le représente sous toutes ses formes, des réalisations originales découvertes à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, un mot sur le Lyon-Turin. On le sait, le chantier a connu beaucoup de déboires depuis son lancement. Eh bien aujourd'hui, c'est un de plus avec la mise en pause. Le projet de liaison fait partie des chantiers concernés par la suspension dans les constructions de nouvelles infrastructures annoncées début juillet par le président de la République et réitérées par la ministre des Transports Elisabeth Borne. Des assises de la mobilité auront lieu début 2018 pour en discuter. Au final, c'est le Parlement qui aura le dernier mot, une décision saluée par les opposants au projet, comme le maire de Grenoble, Éric Piolle. On prend la direction de Clermont à présent. Le département de Haute-Savoie vient de lancer un chantier archéologique afin de mieux connaître l'histoire et l'architecture du château médiéval. Le but, retrouver les derniers vestiges du donjon et établir un plan ainsi qu'une description. La première mention de ce château actuellement en ruine remonte à 1278. Jean-Paul Crespi a assisté aux fouilles. Du château médiéval de Clermont, siège d'un bailliage des comtes de Genève, il ne reste aucune construction apparente. Le temps et les pillages ont définitivement effacé de la mémoire collective sa présence. Ancien château fort construit au XIe siècle, il est détruit en 1630 par les troupes du roi Louis XII. Au sommet du mont, la terre et la végétation recouvrent des vestiges. Un château quand même très imposant parce qu'on se trouvait sur la route qui va relier Genève à Chambéry. Donc il y avait énormément de passages et c'est pour ça qu'on va construire ce château. Il va être légèrement plus petit que le château d'Annecy, mais voilà, avec des murs très imposants, des tours très massives aussi. Il appartenait au départ au comte de Genève qui adorait venir ici. Et ensuite, le comté de Genève sera racheté par le comté de Savoie et les ducs de Savoie n'aime pas trop venir ici et le château sera reconverti en prison. Avec rigueur et méthode, les fouilles entreprises tentent d'apporter des réponses aux énigmes posées par l'histoire. L'enceinte et les soubassements du donjon cylindrique se laissent enfin entrevoir. Ses dimensions semblent conséquentes, 10,40 m de diamètre pour une tour maîtresse circulaire isolée à l'origine avec des murs d'une épaisseur de près de 4 mètres. On marche sur le site castral en fait. On a retrouvé des vestiges à 5 cm sous la terre végétale présente sur le plateau, d'autres plus profondément évidemment, mais donc on a encore des vestiges assez importants du château médiéval. On est entre l'énigme et quelque chose qui se maîtrise, je dirais pas facilement, mais qui se maîtrise au fur et à mesure qu'on avance. Cette campagne de 3 semaines de fouilles doit permettre de confirmer la nécessité de poursuivre ces prochaines années le travail entrepris sur ce territoire. Actuellement, sur le département, 6 chantiers de fouilles tentent eux aussi de remplir les blancs de l'histoire. On se trouve donc dans les loges des artistes. On continue à se balader sur ce festival Guitare en scène. On est avec Christophe Saint-Nicolas, vous êtes responsable de la communication de Guitare en scène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est la 11e édition de ce festival, ça commence à faire. Oui, ça fait un petit moment déjà, oui, effectivement. Quelle a été l'évolution de ce festival ? En fait, il y a eu une évolution, on va dire que c'est parti d'une histoire de copains pour faire une petite soirée. Et puis dès le départ, on s'est dit que plutôt que de le faire que pour nous, autant le partager. Donc on a commencé très vite avec 2 scènes et pas mal de groupes. Et puis ce qui a vraiment changé, c'est que plus ça va, plus les groupes sont importants et avec des têtes d'affiche de plus en plus connues. Ouais. Oui, justement, c'est un festival qui prend de l'ampleur et qui prend de l'importance dans l'univers musical finalement pour les artistes. Vous aviez Scorpion par exemple hier soir pour l'ouverture. C'est important d'avoir Scorpion pour un petit festival comme nous, petit par la taille, pas forcément par la qualité, bien au contraire, mais comme nous, on bloque la jauge à 5500 personnes pour qu'il y ait une certaine âme dans le festival. Effectivement, d'avoir des groupes comme Scorpion, comme on a eu Mark Knopfler, comme Sting, etc., pour nous, c'est très très important. Ouais. Comment vous les faites venir ces artistes? Comment vous arrivez à les convaincre?
En fait, je pense que c'est un déroulé logique du fonctionnement qu'on a. C'est qu'on a un esprit de famille, on est tous bénévoles, donc on ne fait pas ça pour l'argent. Les artistes le ressentent, se passent le message entre eux, et je pense que ça nous aide aussi par moments à avoir des artistes qu'on ne pensait pas pouvoir avoir. Et puis ils sont aussi accessibles du coup, vu que vous le disiez, c'est un petit festival entre guillemets. Du coup, ça permet d'avoir les artistes plus accessibles pour les gens qui viennent forcément, et puis, Oui, pour les bénévoles aussi. Oui. Ouais, tout à fait, c'est ce qu'on me disait hier soir. On me disait, il y avait des gens sur le côté de la scène pendant Scorpion qui me disaient, mais on a l'impression qu'on est loin, mais on est déjà tout à côté, quoi. Donc c'est un petit peu ça ce qu'on veut faire. Ouais. L'idée du festival, c'est aussi de découvrir des talents. Oui, on fait depuis le début, je crois. Et oui, il me semble, depuis la première année, on organise des tremplins. 4 tremplins dans l'année. Et sur ces 4 tremplins, on sélectionne 3 finalistes qui font justement leur finale à l'ouverture de chacune de nos journées. Ce qui permet de les faire connaître, de les faire rencontrer d'autres groupes ou d'autres managers, et peut-être leur donner un petit coup de pouce pour leur évolution personnelle. Ouais. C'est l'âme du festival, c'est le partage aussi. C'est le partage, c'est donner la main aux jeunes, c'est ça, je crois que c'est la grande famille de la guitare et de la musique. Votre coup de cœur sur ce festival, s'il y en avait un? Alors c'est difficile parce qu'on a vu hier soir des concerts fantastiques, et notamment Popa Chubby qui nous a fait un show mais terrible. Mais si j'avais un coup de cœur, hormis ce que j'ai vu hier soir, ça serait Kenny Wayne Shepherd, qui est un bluesman, un jeune qui monte, et c'est vraiment excellent. Qui sera là quand? Je crois que c'est vendredi, mais je suis même plus sûr. Alors il reste des places si les gens veulent venir? Alors bien sûr, il reste des places. De toute façon, on fait en sorte qu'il y ait toujours des places à l'entrée, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas de souci, tout le monde peut réserver, il reste encore pas mal de places. Combien de spectateurs attendus? Vous l'avez dit, c'est 5500 maximum, c'est plein quasiment tous les soirs? Non, c'est pas plein tous les soirs. On sait qu'il y a des artistes comme Scorpion, hier soir c'était plein. On sait qu'il y a des artistes qui drivent un petit peu moins de monde. Mais c'est notre souhait, on veut passer ces artistes parce qu'on aime ce qu'ils font. On peut dire que les soirs qui arrivent, ça sera entre 3500 et 4500 personnes. Je ne pense pas qu'on aille plus loin, mais bon, on verra. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, la 11e édition, la 20e, 30e, Surtout qu'on garde notre esprit un peu sympa, grande famille, amour de la musique, passion, partage, et que les artistes continuent à se rendre compte et continuent à vouloir venir chez nous. Et les spectateurs aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On termine ce journal avec un portrait, celui d'Henri Montulé, un architecte pas comme les autres. Tout le monde connaît le Palais de Lille. Eh bien, il est devenu son modèle pour ses créations. En 1989, il commence par le dessiner de manière plutôt traditionnelle. Et en 2012, eh bien, c'est le déclic. Il dépose à l'Institut national de la propriété industrielle une maquette en 3D de l'édifice. Depuis, Henri Montulé décline le Palais de Lille en de nombreux objets. Claire Chabal l'a rencontré. Henri Montulé et les vieilles prisons, c'est une longue histoire d'amour. L'architecte a choisi de jouer avec ce bâtiment emblématique de la ville d'Annecy, un des monuments les plus photographiés de France. Ce qui me plaît dans le Palais de Lille, donc, c'est sa place au plein cœur de la ville et dans cette position que tout le monde connaît. Et sa forme aussi, donc, qui correspond à sa fonction, c'est une proue sur le tuyau à la sortie du lac. Donc il a cette forme triangulaire qui est relativement dynamique, voire peut-être aérodynamique. Enfin, c'est une proue de bateau. Une forme relativement simple qui lui permet de s'en donner à cœur joie. Dessin, peinture, carte de vœux élaborée et fabriquée en 120 exemplaires, maquette en 3D déguisée de différentes sortes, ici un poisson, là une girafe, ou pour divers événements, le Tour de France, Halloween, une conférence sur les toilettes publiques, ou encore le Festival international du film d'animation, et même un drone. Les vieilles prisons n'ont pas fini d'inspirer Henri Montulé. Le plaisir de ces créations, donc, c'est la création artistique, c'est pouvoir s'épanouir artistiquement. Je le fais aussi dans ma profession, mais de façon peut-être un petit peu plus cadrée quand même. Et puis de sortir un objet de ses tripes. Puis, ce qui est super sympa, c'est qu'avec une feuille de papier, on arrive à faire des volumes. Donc c'est le plaisir de la création et le plaisir de l'offrir et tout le lien social, si on peut dire, et le lien affectif qui se raccroche autour de ça. Mais le Palais de Lille n'est pas sa seule source d'inspiration. Il croque aussi les aventures d'un petit monstre orange, prénommé Valentin. Les vieilles prisons ne sont pourtant jamais bien loin.
C'est la fin de cette édition depuis Saint-Julien en Genevois. Vous avez jusqu'à samedi soir pour venir découvrir ce festival Guitare en scène. Nous, on se donne rendez-vous demain pour le dernier JT de la saison, un journal spécial. Nous serons sur les lacs d'Annecy et d'Aiguebelette. Nous serons aussi dans l'eau et dans les airs. Toutes les journalistes de la rédaction se sont mobilisés pour vous faire découvrir notre territoire différemment. En attendant, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain.